Pourtant, derrière ce choix, une interrogation brûle. Et si l'autonomie d'un peuple pouvait naître non dans les chiffres ou les traités, mais dans le battement d'ailes d'oie, dans le partage d'œufs, dans la vente de plumes? Oserait-on briser la logique de l'aide alimentaire, tourner le dos à la dépendance et redéfinir la souveraineté grâce à ce pari inattendu? Le risque est colossal. Si l'expérience échoue, c'est le ridicule assuré, la perte de ressources précieuses, la pauvreté aggravée et peut-être l'isolement international. Mais si, contre toute attente, elle réussit, alors une révolution silencieuse commence, une victoire sur la fatalité écrite en plumes et en courage local. Et si l'animal le plus modeste bouleversait l'avenir d'un peuple entier? Imaginez un pays où la misère est telle que chaque enfant compte, grain après grain, le mil dans son assiette, espérant que le repas puisse durer jusqu'au lendemain. Le Burkina Faso, encerclé par ses voisins, ravagé par la sécheresse, survit sous le poids d'une faim persistante et d'une dépendance étouffante à l'aide extérieure. Un jour, un geste déroute tout le monde. Le président Traoré annonce que 1 million d'oies seront relâchés dans la nature. Pas une distribution de vivres, pas une cargaison de riz étranger, mais des oiseaux ordinaires porteurs d'un pari extraordinaire. L'annonce choque, fait rire, suscite la colère. Beaucoup hurlent au gaspillage, d'autres à la folie. Comment des oies pourraient-elles remplacer les sacs de blé venus d'ailleurs? Le monde entier regarde, sceptique, parfois moqueur. Pendant des décennies, la faim n'a pas été l'exception, mais bel et bien la règle au Burkina Faso. Mais comment ce pari fou est-il né? Pour comprendre, il faut plonger dans l'histoire d'un peuple lassé d'attendre des miracles venus d'ailleurs. Ce pays enclavé, cerné de frontières de poussière et d'horizons desséchés, évoque avant tout la pénurie. Ici, la terre se fissure sous un soleil implacable. L'eau, rare, rend chaque grain de mil précieux. Trop souvent, les récoltes échouent. La survie dépend alors du blé importé, acheminé trop tard ou vendu à des tarifs hors de portée pour l'immense majorité. Sur les marchés, une autre forme de dépendance s'installe. Le poulet congelé venu d'Europe ou du Brésil. Ces cargaisons à bas prix inondent les étals, écravent l'élevage local, laissent les éleveurs burkinabés sans débouchés. Le poulet du pays devient un luxe, réservé aux grandes occasions, inaccessible pour beaucoup. Dans les foyers, l'attente est devenue un mode de vie. On guette l'arrivée de l'aide internationale, des sacs de riz, de la farine, parfois des médicaments. Mais ces secours ne suffisent pas à apaiser la faim ni à préserver la santé des enfants. La malnutrition, sournoise et persistante, se lit sur les visages tirés et les bras trop maigres des plus jeunes. Prenons l'exemple du petit village de Zignaré. Là-bas, chaque année, les familles économisent pendant des mois pour s'offrir un poulet lors des fêtes. Mais depuis que les importations ont explosé, même cette tradition vacille. Les éleveurs, autrefois fiers, voient leurs volailles invendues, tandis que des camions frigorifiques déposent des caisses entières de volailles sans saveur, détachées de toute histoire locale. Au début des années 90, une enquête menée dans la région de Kaya révéla que plus de la moitié des enfants souffraient d'une forme de carence, souvent due au manque de protéines animales. Les familles improvisaient des repas de fortune, mélangeant des herbes sauvages au mil, espérant tromper la faim. Les adolescents, eux, errent entre village et ville à la recherche d'un travail introuvable. Les champs sont délaissés, les troupeaux décimés. Peu à peu, le rêve d'un avenir meilleur s'efface, remplacé par la résignation. La souveraineté alimentaire n'est plus qu'un mot, prononcé lors de discours officiels, jamais vécu au quotidien. Pour illustrer cette spirale, rappelons-nous le cas du Niger voisin, frappé lui aussi par les famines des années 2005. Les villages attendaient l'aide alimentaire, qui, parfois, n'arrivait qu'après la mort de plusieurs enfants. Ce cycle d'attente et de dépendance a marqué toute une génération, brisant des familles et des communautés. Un sentiment de fatalité s'installe. L'impression que l'histoire du pays s'écrit ailleurs, que la dépendance est inévitable, que la dignité nationale peut s'échanger contre quelques sacs de céréales. Mais dans cette spirale, le danger est immense. Si rien ne change, la prochaine génération risque de s'enfoncer dans une pauvreté toujours plus profonde, jusqu'à perdre ce qui reste de fierté et d'espoir. Briser ce cercle n'est plus un choix, mais une question de survie collective. Car au-delà de la faim, c'est la capacité d'un peuple à se tenir debout,
à écrire son avenir, à reprendre la maîtrise de ses ressources et de sa dignité qui se joue. Quand les rires fusent, c'est là que tout bascule pour de bon. C'est dans ce décor aride, à la frontière du renoncement, qu'une idée inattendue va surgir. Une idée que beaucoup jugeront d'abord absurde, mais qui va bouleverser toutes les certitudes. Cette idée n'a rien d'une recette miracle. Elle est pourtant sur le point de renverser la logique de dépendance qui pèse sur le pays. Tout commence avec un animal étrange, longtemps ignoré, l'oie. Au lieu de céder aux exigences du Fonds monétaire international ou de rallonger la liste des subventions, Traoré lance une bombe. Il promet de relâcher 1 million d'oies sur les terres brûlées du Sahel. Pour certains, c'est une provocation insensée. Pour d'autres, la première révolte tangible contre l'ancien système. Ce choix, pourtant, n'a rien d'un caprice. L'oie est taillée pour le Sahel. Elle picore les restes des moissons, boit peu, brave la fournaise et rit de la sécheresse qui terrasse les troupeaux. Aucun besoin d'engraisser ces oiseaux au maïs importé du Brésil. Chaque oie, c'est une promesse. Des œufs riches, de la viande précieuse, des plumes qui valent de l'or sur les marchés locaux. Pour comprendre ce choix, rappelons-nous qu'en France, lors de la révolution agricole, l'élevage d'oies avait permis à des familles paysannes de traverser les famines. Les œufs d'oie, plus nutritifs que ceux de poule, compensaient l'absence de viande. De même, dans la Chine impériale, l'oie était considérée comme un bétail du pauvre, car elle pouvait se nourrir de déchets et prospérer là où d'autres animaux périssaient. Mais à peine les oies libérées, la tempête éclate. Des milliers d'oiseaux dévastent les cultures de mil et de sorgho, laissant derrière eux des sillons de plumes et de colère. Certains revendent la viande en douce, d'autres dénoncent le gaspillage, et la presse étrangère raille déjà des plumes, pas du pain. Les moqueries laissent place à la hargne des opposants, qui crient au désastre programmé. Face à la débâcle, Traoré ne cède pas. Il riposte. Des vétérinaires forment les villageois, de nouvelles règles sont imposées, les braconniers sanctionnés. Les familles apprennent à gérer les couvées, à protéger les reproducteurs, à ne prélever que le strict nécessaire. Des coopératives de femmes émergent autour des œufs et des plumes. Peu à peu, le chaos recule, une organisation naît. Pour illustrer l'importance de la formation, prenons l'exemple du village de Koudougou. Là, une équipe de jeunes vétérinaires formés à Ouagadougou a passé plusieurs semaines à expliquer les cycles de reproduction, la différence entre oies pondeuses et oies destinées à la consommation. Ils ont développé des fiches pratiques, organisé des ateliers de cuisine autour de l'œuf d'oie et montré comment fabriquer des couveuses artisanales avec des matériaux locaux. Dans le calme revenu, les premiers signes de victoire apparaissent. Les enfants, longtemps nourris de bouillie fade, goûtent enfin à l'œuf d'oie, gros, nourrissant, parfois équivalent à 3 œufs de poule. Les familles célèbrent avec la viande, les femmes inventent des recettes vendues sur les marchés. La viande, les œufs, les plumes deviennent source de revenus, d'autonomie, de dignité retrouvée. Voici l'histoire de Mariam, une mère de famille de Bobo-Dioulasso. Grâce à 2 oies données par la coopérative, elle a pu nourrir ses enfants tout au long de la saison sèche. Elle a vendu les plumes à un artisan venu de Ouagadougou qui les a transformées en oreillers. L'argent obtenu lui a permis d'acheter des fournitures scolaires et d'offrir un repas de fête à sa famille. Mais l'histoire des oies ne s'arrête pas à cette victoire locale. Bientôt, le reste du monde commence à regarder le Burkina Faso autrement. Le pari était risqué. Un échec aurait brisé Traoré et replongé le pays dans la dépendance. Mais les résultats sont là. L'espoir, fragile mais tenace, renaît dans le regard de ceux qui découvrent que la souveraineté peut commencer par un battement d'ailes. Peut-on vraiment bâtir un empire à partir d'une volée d'oies ? Au Burkina Faso, cette énigme est devenue réalité. Ce qui n'était qu'un pari quasi folklorique s'est mué en révolution industrielle, bouleversant le paysage économique de toute une région. En moins d'une décennie, des abattoirs flambant neufs ont surgi dans les campagnes. Des chaînes du froid et un réseau logistique adapté ont permis l'exportation de viande, d'œufs, de foie et de plumes d'oie vers l'Asie et le Moyen-Orient. Les cargos burkinabais, jadis vides, transportent maintenant des cargaisons précieuses, conquérant des marchés jusque-là inaccessibles. Prenons l'exemple du port sec de Bobo-Dioulasso, transformé en plateforme pour le fret avicole. Chaque semaine, des conteneurs partent vers Dubaï, où la viande d'oie burkinabé est désormais prisée pour sa qualité et son goût unique.
Les médias locaux rapportent que le prix payé aux éleveurs a doublé en 5 ans, stimulant l'économie rurale. Rien n'est gaspillé. Les plumes alimentent la création de vêtements et de literie de luxe fabriqués sur place. La graisse raffinée trouve sa place dans la cosmétique et la cuisine. Même les déchets organiques sont recyclés en engrais pour les cultures locales. L'oie, autrefois invisible, devient une source de valeur ajoutée à chaque étape. Ce boom industriel crée des milliers d'emplois stables dans les fermes, les usines, les entrepôts, la restauration. Les femmes, longtemps confinées à l'informel, prennent la direction de coopératives et accèdent à l'autonomie financière. Les jeunes, qui rêvaient d'exil, se découvrent de nouveaux métiers. Techniciens de couvroir, stylistes de plumerie, chefs innovants. Dans la commune de Pau, un lycée agricole a même ouvert une filière gestion de l'oie, où les étudiants apprennent la reproduction assistée, la logistique du froid et la transformation artisanale de la plume. Certains diplômés créent des startups spécialisées dans la traçabilité alimentaire, utilisant le numérique pour garantir la qualité du produit jusqu'aux consommateurs asiatiques. L'élan déborde les frontières. Le Mali, le Sénégal, le Nigeria observent et adaptent le modèle oie burkinabé, lançant à leur tour des filières inspirées. Une nouvelle coopération sud-sud se tisse, chamboulant les règles du commerce régional et remettant en cause l'emprise des puissances étrangères. Pour mieux comprendre cette dynamique, regardons le cas du riz au Vietnam. Dans les années 70, le pays, ravagé par la guerre, dépendait des importations alimentaires. Mais en misant sur la riziculture locale et la transformation sur place, il est devenu en moins de 20 ans le deuxième exportateur mondial. Le Burkina Faso s'inspire de cette stratégie. Transformer localement, exporter avec valeur ajoutée, renforcer la coopération régionale au lieu de subir la concurrence des multinationales. Mais chaque avancée s'accompagne de menaces. Les élites locales, inquiètes de voir émerger de nouveaux acteurs, orchestrent sabotage et désinformation. Incendies discrets, rumeurs, lois restrictives. Les multinationales de la volaille, redoutant la concurrence, exercent des pressions économiques et diplomatiques allant jusqu'à financer des campagnes de discrédit dans la presse internationale. Face à ces attaques, le Burkina Faso adopte des lois souverainistes inédites. Priorité à la production nationale, quotas d'importation, soutien massif aux entreprises locales. Les recettes, désormais chiffrées en milliards, raniment la fierté nationale. Le pays retrouve une indépendance alimentaire et un poids diplomatique qui lui étaient refusés depuis des décennies. Pour illustrer ces lois, citons la loi sur la souveraineté alimentaire, votée en 2030. Elle impose que 70% de la volaille consommée dans le pays proviennent d'élevages locaux. Les importateurs doivent désormais nouer des partenariats avec des coopératives burkinabais, favorisant la montée en gamme des produits locaux. L'oie n'est plus seulement un animal d'élevage. Elle devient le totem d'un peuple qui ose réinventer ses règles, défendre sa dignité et défier les puissances extérieures. Pourtant, l'édifice reste fragile. Sabotage, pressions extérieures, jalousies internes, chaque envol d'oie est une victoire arrachée de haute lutte. Le risque est immense, mais l'enjeu l'est davantage. Bâtir un avenir où la dignité ne se monnaie plus, où la souveraineté prend corps dans chaque produit exporté. Mais comment ce pari improbable a-t-il germé? Et qui a eu l'audace d'y croire le premier? Pour comprendre la genèse de cette transformation, il faut revenir aux origines du projet et à ses pionniers. Et si la souveraineté prenait racine dans le courage de miser sur nos propres ailes? L'histoire des oies du Burkina Faso n'est pas une simple anecdote rurale. C'est la preuve éclatante qu'une idée née du terroir, parfois jugée absurde, peut métamorphoser le destin d'un peuple tout entier. Cette réussite n'est pas isolée. Déjà, elle inspire d'autres pays africains. Au Niger, le lait de chamel devient symbole de fierté et pilier d'autonomie. Au Cameroun, la filière escargot conjugue nutrition et préservation de la biodiversité. Au Ghana, des coopératives transforment le cacao sur place, créant richesse et emploi bien au-delà de la seule exportation. Tout a commencé dans une petite salle de réunion à Ouagadougou, où une poignée d'agronomes et de vétérinaires ont débattu pendant des nuits entières. Parmi eux, le docteur Yacouba, fils de paysan, convaincu que l'avenir du pays ne passerait ni par le coton ni par l'or, mais par l'ingéniosité locale. C'est lui qui, lors d'un voyage en Hongrie, a découvert la filière oie et rapporté l'idée à Traoré.
Ils ont étudié ensemble les rivières saisonnières, les zones humides du sud et conçu un plan d'introduction raisonné inspiré des modèles d'intégration rurale en Inde. Face à ces succès, pourquoi ne pas rêver à l'échelle du continent? Imaginons un label africain, African Goose, qui porterait l'étendard d'une souveraineté partagée. Chaque produit authentique, chaque oiseau élevé localement, raconterait une histoire d'innovation et de résistance. Ce label ne serait pas qu'un gage de qualité. Il incarnerait le cri d'un continent qui refuse l'uniformisation dictée de l'extérieur. Redéfinir le soft power africain, c'est aussi réclamer une place nouvelle dans les négociations mondiales. Les accords commerciaux ne seraient plus subis, mais bâtis selon les priorités africaines. Dans la diplomatie minière, comme dans l'agroalimentaire, l'Afrique pourrait enfin imposer ses propres règles, libérée du joug des intérêts étrangers. Pour concrétiser cette vision, il faut des institutions fortes. Imaginons la création d'un conseil panafricain de la souveraineté alimentaire, réunissant chaque année les représentants des filières locales, partageant les innovations, harmonisant les normes. Ce conseil pourrait négocier des tarifs préférentiels pour les exportations africaines, créer des fonds d'investissement communs et financer la recherche sur les espèces adaptées au climat africain. Au-delà des chiffres, c'est une transformation du regard sur soi-même. Voir des enfants retrouver la santé, des villages célébrer leurs traditions, fait renaître une confiance collective. La dignité, longtemps étouffée par la dépendance, refait surface. Peu à peu, l'Afrique efface l'idée qu'elle doit quémander et s'affirme dans la création et le partage de ses propres solutions. Au final, l'histoire des oies du Burkina Faso n'est pas qu'un récit paysan. C'est une invitation adressée à chaque pays, à chaque communauté. Osez miser sur vos propres ailes et ensemble, découvrez jusqu'où vous pouvez voler. Mais la souveraineté ne tombe pas du ciel. Elle se construit, lentement, avec audace et créativité. Croire en ses forces, transformer chaque ressource locale en richesse nationale, voilà l'enjeu. Si l'Afrique rate ce tournant, elle risque de replonger dans l'aubre de la dépendance, laissant d'autres écrire son avenir. Mais si elle réussit, elle ouvre l'ère d'un continent qui dicte ses propres règles et inspire le monde entier. Mais derrière chaque pari audacieux, des obstacles demeurent. Comment protéger ces élans locaux face aux menaces extérieures et aux intérêts concurrents? Imaginez un instant. Et si la prochaine révolution portait votre nom, ou celui de votre idée? Oui, vous! Car si, au Burkina Faso, une simple oie est devenue l'étendard d'une souveraineté retrouvée, qu'est-ce qui nous empêche, nous aussi, d'oser? Qu'est-ce qui nous retient de transformer nos contraintes en force, nos faiblesses en armes? Dans le même temps, il faut veiller à la protection de l'environnement. L'introduction massive d'une espèce peut entraîner des déséquilibres. Ainsi, chaque projet doit être accompagné d'études d'impact, de suivi écologique et d'actions de sensibilisation. Le Burkina Faso a lancé un programme de restauration des berges et de protection des zones humides, associant éleveurs, pêcheurs et forestiers. L'histoire des oies burkinabais n'est pas seulement celle d'une volaille tenace. C'est celle d'un peuple qui refuse de subir, qui refuse l'effacement, la dépendance, le silence. Au lieu de plier sous les moqueries et le doute, ils ont choisi d'agir, de miser sur leurs ressources, de prouver que l'audace surpasse la résignation. Pour y parvenir, plusieurs pistes concrètes existent. D'abord, renforcer les filières de formation technique. Chaque village devrait avoir accès à un centre d'apprentissage agricole, où jeunes et femmes pourraient acquérir les compétences nécessaires à la gestion moderne de l'élevage. Ensuite, créer des fonds de garantie pour soutenir les entrepreneurs locaux, afin qu'ils puissent investir sans dépendre uniquement de capitaux étrangers. Enfin, encourager les partenariats entre universités africaines et entreprises rurales pour accélérer l'innovation. Alors, la question qui dérange. Et nous? Qu'attendons-nous pour miser, nous aussi, sur nos talents, notre territoire, nos idées, même les plus folles? Le risque véritable n'est pas l'échec, mais de ne jamais essayer, de regarder l'histoire se faire sans oser y inscrire notre nom. Rester spectateur, c'est laisser d'autres écrire le récit de notre avenir. C'est céder, jour après jour, au découragement qui prétend que les solutions n'appartiennent qu'aux puissants, aux experts, aux privilégiés. Pourtant, chaque bouleversement naît d'une idée improbable, portée par des gens ordinaires qui refusent de baisser les bras. Pensez-y, rien n'était écrit d'avance. Le Burkina Faso aurait pu continuer d'importer, de dépendre, de subir. Mais un pari fou, misé sur 1 million d'oies,
Croire en un animal méprisé a tout changé. Non seulement les ventres se sont remplis, mais c'est l'esprit même du pays qui s'est redressé. Fierté nouvelle, confiance retrouvée, pouvoir d'agir. Peut-être que la souveraineté, aujourd'hui, ne se décide plus seulement dans les décrets. Elle s'envante dans les choix quotidiens, dans le courage d'expérimenter, dans la volonté de faire de l'ordinaire une force. Elle vit dans chaque coopérative, chaque famille, chaque rêve qui s'entête malgré les doutes et les obstacles. Tout commence par une question. Serez-vous spectateur ou acteur du changement? Et si, demain, c'était votre idée, votre projet, votre grain de folie qui faisait basculer le destin? Pourquoi pas? Au Burkina Faso, l'audace d'un peuple et la ténacité d'un animal ont redessiné la dignité nationale. Ailleurs, d'autres histoires attendent d'être écrites. Peut-être la vôtre.